Il est temps maintenant de faire la correction de l'activité intitulée « Quel métier pour Estelle en terminale ES ?» Le premier exercice consistait à répondre à des questions de vocabulaire. À l'aide d'Internet, il vous était demandé de faire des recherches pour expliquer par une définition les mots soulignés dans le texte. Terminale ES. En France, la terminale est la dernière classe du lycée, soit la dernière classe de l'enseignement secondaire. Pour mieux comprendre le fonctionnement du système éducatif dans l'Hexagone, voici quelques explications utiles. Après l'école maternelle, les jeunes écoliers français entrent à l'école primaire. À l'âge de 11 ans environ, ils intègrent le collège, mot qu'il ne faut pas interpréter dans le sens canadien du terme « college ». Le collège, autrement dit, est le passage de l'école primaire à l'école secondaire. Remarquez que l'ordre des classes se fait en descendant 6e, 5e, 4e, 3e, etc. Le collège comprend 4 années et se solde par l'examen du brevet, épreuve durant laquelle il faut valider 3 matières dont le français, les mathématiques et l'histoire. Vient ensuite le lycée avec ses 3 classes, seconde, première, terminale. La seconde, malgré son nom, est la première classe du lycée. Cette classe est une classe générale, tandis que la première est une classe où il faut choisir une spécialité. J'y reviendrai dans un instant. La terminale est la dernière classe du lycée. C'est une classe très importante car elle se termine avec l'examen du baccalauréat. Estelle est donc en terminale ES. ES est un acronyme qui signifie économique et social. Il s'agit plus exactement d'une abréviation de SES pour Sciences économiques et sociales. Mais en général, dans le langage courant, on ne mentionne pas la première lettre. ES indique donc le nom de la spécialité qu'Estelle a choisie en classe de première. Alors arrêtons-nous un court instant pour préciser que c'est en première, justement, que les lycéens français doivent choisir leur spécialité. C'est un choix difficile car il va déterminer la suite de leur parcours scolaire et universitaire. En général, les élèves qui apprécient les mathématiques, la physique, la biologie ou la chimie ont un profil scientifique. Ils vont donc choisir de faire une première S, S comme scientifique. Ceux qui préfèrent le business, les sciences politiques, l'histoire, les langues et les mathématiques appliquées comme les statistiques ou la comptabilité vont plutôt choisir la filière ES, en réalité SES, c'est-à-dire sciences économiques et sociales. Enfin, les étudiants qui se débrouillent bien en langue ou en littérature et qui apprécient la philosophie ont un profil littéraire. Ils vont donc choisir de réaliser une première L, ce qu'Estelle aurait bien voulu faire. Faire L. Faire L signifie faire une terminale littéraire. Profil littéraire. Pour reprendre la définition proposée par Antidote, le profil est l'ensemble des traits psychologiques qui caractérisent quelqu'un par rapport à ses aptitudes professionnelles. Autrement dit, le mot profil est utilisé pour qualifier les tendances académiques des étudiants. Dans notre contexte, cela signifie qu'Estelle préfère étudier les sciences humaines comme la littérature, la philosophie, l'histoire, les langues, plutôt que les sciences pures ou empiriques comme les mathématiques, la chimie ou la biologie. Seconde. La seconde est la première année du lycée. Durant la seconde, on ne choisit pas encore de spécialité. La seconde est générale. Première. La première est la deuxième année du lycée. Avant d'entrer en première, il faut choisir sa spécialité. Première S pour scientifique, première ES pour économique et sociale, première L pour littéraire. Épreuves anticipées. Les épreuves anticipées du baccalauréat sont les épreuves que l'on passe à la fin de la première. Comme il y a beaucoup d'épreuves à passer en terminale, quelques-unes sont anticipées dès la première. Estelle, qui prépare un bac ES, a déjà passé les épreuves de biologie et de français. Évidemment, les résultats obtenus comptent pour l'examen final. Les épreuves anticipées sont donc très importantes et mieux vaut partir avec des points d'avance. Bac. Ce mot, assez familier mais fréquemment employé à l'oral, est le diminutif pour baccalauréat. En France, le baccalauréat est le premier grade universitaire qui sanctionne la fin des études secondaires. Autrement dit, sans ce diplôme, il est impossible d'entreprendre des études universitaires. Attention, au Québec ou d'une manière plus générale au Canada, le baccalauréat dans le sens de bachelor est un diplôme sanctionnant la fin du premier cycle universitaire. Pile. Le mot pile est un adverbe. Il signifie exactement.
13 sur 20. C'est la façon dont les notes sont données en France. En Amérique du Nord, vous recevez une note sur 100 points. En France, cependant, il n'y a pas de pourcentage. La note est toujours sur 20 points. Dans le contexte, 13 sur 20 est une assez bonne note. TPE. Les TPE, acronyme pour Travaux personnels encadrés, constituent un projet de recherche long sur un sujet au choix dans le but d'éviter un cours magistral. En général, ce sont des travaux que l'on réalise en groupe et qui s'étirent sur une année scolaire. À la fin du processus, le groupe participe à une présentation formelle devant un jury externe. Les élèves reçoivent une note collective qui comptera pour le baccalauréat. Encore une fois, mieux vaut partir avec des points d'avance. S'accrocher en économie. Le verbe s'accrocher a de nombreux sens, mais il signifie dans notre contexte travailler très fort. L'expression est fréquemment employée à l'oral. Ici, cela signifie qu'Estelle devra faire plus d'efforts en économie si elle souhaite valider l'épreuve lors du bac. Estimer. Ce verbe d'usage fréquent a pour synonyme évaluer, juger, considérer, mesurer. Double licence. La licence est la dernière année du premier cycle universitaire. Faire une double licence signifie faire un double cursus, un double programme, préparer un double diplôme. Grammaire. Dans le deuxième paragraphe, expliquez pourquoi il est écrit « apprendre de nouvelles choses » et non pas « apprendre des nouvelles choses ». Tandis que dans le premier paragraphe, il est écrit « Estelle aime l'analyse des beaux textes et des beaux tableaux ». Dans la situation où l'article indéfini « des » est suivi d'un adjectif et d'un nom pluriel, « des » se transforme en la préposition « de », comme dans la phrase « apprendre de nouvelles choses ». Vous direz, autre exemple, regardez ces tableaux. Ce sont de beaux tableaux, car l'article indéfini des précède un adjectif et un nom au pluriel. En revanche, il faudra dire ce sont des tableaux impressionnistes. Ici, pas de changement, car l'article n'est pas suivi d'un adjectif, mais du nom tableau. La règle ne s'applique plus. Les œuvres majeures du patrimoine littéraire ou artistique sont communément appelées les beaux textes ou les beaux tableaux, d'où d'ailleurs les guillemets. Dans la phrase, elle avance son goût pour l'analyse des beaux textes. Des est la contraction de la préposition de et de l'article défini les. Pour en apprendre davantage sur cette règle, consultez la rubrique Grammaire pratique. Un peu de culture. Relisez le troisième paragraphe, identifiez ces trois personnages et préparez une courte notice biographique en vous aidant d'Internet ou d'un dictionnaire. Personnage 1. Ce personnage s'appelle Jean-Jacques Rousseau. C'est un philosophe du XVIIIe siècle qui a appartenu au courant littéraire des Lumières. Il est né à Genève en 1712. Au début de sa carrière, il était horloger. Par la suite, il a fréquenté les salons littéraires de Paris. Écrivain, philosophe, chroniqueur, il collabore à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle il est connu. Son œuvre littéraire est très importante, car il a écrit sur tous les sujets et dans tous les genres, romans, théâtre, poésie, théologie, morale, politique, etc. Jean-Jacques Rousseau s'est particulièrement intéressé à la notion de liberté. Personnage numéro 2. Ce personnage est un autre écrivain très important dans la culture française. Il s'agit d'un poète, Charles Baudelaire. Il est né au début du XIXe siècle et il est mort en 1867. De son vivant, il n'était pas très connu car il n'a publié que 2 recueils poétiques, Les Fleurs du Mal et Les Paradis artificiels. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des auteurs les plus lus et les plus cités en France. À son époque, seuls quelques visionnaires l'admiraient et, notamment, les poètes maudits comme Arthur Rimbaud ou Paul Verlaine. C'est bien après sa mort que Charles Baudelaire sera reconnu pour sa lucidité littéraire, son intelligence critique et son sens du beau. Baudelaire est d'ailleurs l'inventeur de ce que l'on appelle le spleen, qui était, disait-on, le mal de son siècle. Charles Baudelaire est considéré comme le père de l'art moderne. Son œuvre est étudiée aujourd'hui par tous les lycéens français et voici à ce propos l'un de ses poèmes les plus connus, L'Invitation au voyage. Je vous invite à le découvrir car l'on dit que c'est l'un des plus musicaux de la langue française et je suis sûr que vous apprécierez les nombreuses voyelles nasales qui s'y retrouvent. Personnage numéro 3. Le troisième personnage s'appelle Jean-Marie Gustave Leclésio. Il est né à Nice en 1940. À l'âge de 7 ans, il écrit un petit livre sur la mer alors qu'il rend visite à son père qui est médecin en Afrique. Lors de son voyage, il découvre un monde passionnant qui stimule son imagination. À 19 ans, il enseigne le français en Angleterre car son père était britannique. La passion qui l'anime depuis l'enfance est l'écriture.
Il retourne donc en France pour entreprendre des études littéraires. En 1963, à 23 ans, son premier roman remporte le prestigieux prix Renaudot. Le Clésio voyage et travaille dans le monde entier. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages. En 2008, sa carrière littéraire est couronnée du prix Nobel de littérature. 4. Je rédige un paragraphe argumenté en étapes. L'objectif de cet exercice est de vous entraîner à organiser votre pensée selon une argumentation logique en présentant les faits que vous jugez les plus pertinents pour défendre votre point de vue. Pour cela, il vous était demandé de choisir 3 exemples concrets dans le texte afin de répondre à la question suivante: pourquoi Estelle serait-elle une excellente traductrice? Alors, avant de répondre à cette question, je choisis d'abord 3 exemples concrets dans le texte pour parler de son parcours scolaire, premièrement, de sa personnalité, deuxièmement, de sa vie et de ses passe-temps, troisièmement. Pour parler du parcours scolaire d'Estelle, j'ai écrit qu'elle a fait plusieurs voyages aux États-Unis, dont un, au cours de son été, pour réaliser un stage en entreprise. En ce qui concerne sa personnalité, je choisis de mentionner qu'elle aime apprendre de nouvelles choses, pourquoi pas donc une nouvelle langue. Enfin, du point de vue de sa vie et de ses passe-temps, je remarque qu'Estelle apprécie la lecture et qu'elle aime suivre l'actualité, ce qui est un atout pour la traduction. Ensuite, il vous était demandé d'utiliser des mots charnières. Mais pourquoi donc en utiliser? En réalité, les mots charnières sont un outil idéal pour organiser et structurer votre pensée. Avec des mots charnières, il sera plus facile de vous suivre car ils sont des points de repère qui indiquent où vous vous situez dans votre raisonnement. En utilisant les expressions « tout d'abord » ou « pour commencer », on comprend explicitement que vous démarrez votre argumentation. En poursuivant par « ensuite », « puis »,« de plus », cela signifie que vous allez ajouter un deuxième argument. Finalement, lorsque vous terminez par « ainsi » ou « enfin », votre interlocuteur comprendra que c'est la fin de votre réflexion. Mais au fait, au sens propre, qu'est-ce qu'une charnière? Eh bien, c'est la partie qui permet d'ouvrir les portes, hinge en anglais. Il s'agit plus précisément de la pièce qui rend possible l'articulation de 2 autres éléments autour d'un axe commun. Au sens figuré, la charnière est donc le point de jonction, de transition entre 2 éléments distincts. Mais revenons à l'exercice. Les mots charnières que j'ai sélectionnés sont « tout d'abord »,« ensuite » et « finalement ». Voici ma proposition pour la réponse. Alors je commence par écrire une courte phrase d'introduction qui reprend les mots importants de la question. C'est nécessaire lorsque votre réponse contient un développement élaboré. Estelle deviendra sans doute une excellente traductrice. Ici, je nuance mon raisonnement en utilisant l'expression « sans doute » et en renforçant l'idée qu'elle excellera dans ce choix de carrière avec l'adjectif « excellente ». 4e partie. J'écris maintenant ma réponse dans un paragraphe structuré, c'est-à-dire avec tous les éléments, soit ma phrase d'introduction, en jaune, mes 3 exemples reliés par des mots charnières, en bleu, et une courte phrase qui va conclure ma réponse, en rose. Voilà ce que cela donne. Estelle deviendra sans doute une excellente traductrice. C'est mon introduction, et j'ajoute maintenant le mot charnière. Tout d'abord, suivi de mon argument, Estelle a fait plusieurs voyages aux États-Unis, dont un, récemment, pour réaliser un stage en entreprise. J'ajoute le 2e mot charnière. Ensuite, suivi du 2e argument. Il semble évident qu'Estelle aime apprendre de nouvelles choses. Je peux ici renchérir sur cet argument en disant « pourquoi pas donc une nouvelle langue ». J'ajoute le dernier mot charnière, finalement, suivi du 3e argument. Estelle apprécie la lecture et aime suivre l'actualité. Je termine avec une petite phrase de conclusion. Devenir traductrice serait une excellente façon de combiner ce qu'elle apprécie dans la vie. Fin de l'activité.